En novembre 1860, au sud-ouest du campus de l'université McGill, des ouvriers de la Dorion Excavation Company découvrent des restes d'humains et d'animaux. On fait appel à Sir John William Dawson, un géologue réputé de l'Université de Montréal. Celui-ci catalogue une vingtaine de squelettes, de tessons de poterie et autres, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un simple cimetière, mais bel et bien d'un village autochtone. Encore plus important pour le géologue, le futur site Dawson n'est rien de moins que le mythique village d'Hochelaga, celui que Jacques Cartier visite en 1535. On sait aujourd'hui que le site Dawson n'est probablement pas Hochelaga, surtout parce qu'il est bien trop petit pour contenir les 1500 à 2000 personnes habitant le village que Cartier décrit. En effet, l'explorateur rencontre à Hochelaga toute une communauté dans une ville fortifiée située en bonne position défensive. Pourtant, quand Champlain arrive dans la vallée du Saint-Laurent, non seulement Hochelaga n'existe plus, mais aucune installation permanente ne subsiste entre Montréal et Québec. Les Iroquois du Saint-Laurent ont tout simplement disparu. Est-ce qu'on a une possible soirée meurtre et mystère sur les mains? Possible. Mais d'autres explications sont aussi probables, allant du climat aux tensions commerciales et aux chocs microbiens. Aujourd'hui, à Tous les chemins mènent à Montréal, la question d'Hochelaga. Bonjour tout le monde, mon nom est Joël Beauchamp-Monfette, animateur de Tous les chemins mènent à Montréal, où nous explorons ensemble l'histoire de cette région dynamique et fascinante. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter les autres épisodes déjà parus pour mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et tant qu'à y être, aimez le vidéo, la chaîne, la page Facebook et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse entrer dans l'aventure. Dans le dernier épisode, on a vu que, loin d'être des victimes, les Autochtones situés dans le nord-est du continent sont des excellents diplomates et sont très conscients des jeux d'alliance. En fait, les premiers Européens arrivent en petit nombre sur un territoire déjà très peuplé et dont les réseaux commerciaux et diplomatiques sont déjà établis. Les pêcheurs basques ont installé des camps saisonniers pour faire sécher la baleine et en profitent pour commencer à échanger des fourrures contre des objets désirés par les Autochtones, comme le métal et la laine. Pour ceux-ci, l'alliance commerciale leur permet d'avoir le monopole des produits européens. L'accès à ces marchandises est donc un enjeu diplomatique important dans une Iroquoinie qui est déjà sous haute tension. Les grandes confédérations comme les Haudenosaunee, les Wendat et les Iroquois du Saint-Laurent sont en conflit depuis parfois des centaines d'années. Loin d'être vide, le nord-est de l'Amérique est très dynamique et tapissé de cultures et d'intérêts divergents. En 1524, Giovanni da Verrazzano est le premier explorateur européen à longer la côte est de l'Amérique du Nord, de la Floride jusqu'au Cap-Breton. Il est possible, selon certains historiens, qu'il s'agisse aussi du premier grand voyage d'exploration duquel fait partie Jacques Cartier. Né au moment des voyages de Christophe Colomb, Cartier navigue depuis sa jeunesse et après avoir participé à une expédition au Brésil, il reçoit du roi de France une commission pour trouver des îles, de l'or et un passage vers l'Asie. Bon, on connaît cette partie de l'histoire. Il plante une croix à Gaspé et rencontre Donnacona, le chef de Stadacone. Celui-ci accepte que deux de ses fils, Domagaya et Taignoagny, repartent avec Cartier pour servir d'interprète en France. Dans ce voyage, Cartier ne découvre rien de ce qui était demandé, mais il réussit quand même à convaincre le roi de financer une seconde expédition. L'année suivante, Cartier revient avec les deux émissaires, 3 navires et un équipage de 110 hommes. Et cette fois-ci, il entre réellement dans le continent par le fleuve Saint-Laurent. À l'est de Havre-Saint-Pierre, il nomme une petite baie, la baie Saint-Laurent. Et le nom sera repris pour tout le fleuve sur les cartes futures. Suivant les indications de Domagaya et Taignoagny, il arrive à Stadacone le 7 septembre
et on lui dit qu'on appelle cette région Kanata. Il s'installe au bord de la rivière Saint-Charles et là, on trouve une anecdote fascinante. Selon Cartier, Donnacona tente de le convaincre de ne pas remonter jusqu'à Hochelaga. Il tente de le convaincre par des cadeaux et une mise en scène de sorcellerie. Pour les habitants de Stadacone, on préfère commercer directement avec les Français, ce qui permet d'obtenir un meilleur poids de négociation face aux Iroquoiens d'Hochelaga. En fait, c'est ni plus ni moins que la première trace historique de la rivalité Montréal-Québec. Cartier décide quand même de remonter le fleuve vers Montréal. Et c'est là que la première grande question émerge. Encore aujourd'hui, on ne sait pas où est situé Hochelaga sur l'île. La signification d'Hochelaga est probablement entre deux monts. Et on peut donc s'imaginer que le village se situe près du Mont-Royal. Rappelons-nous que le Mont-Royal, c'est 3 sommets. Il y a le sommet principal, celui d'Outremont et celui de Westmount. Mais en même temps, ça ne nous éclaire pas beaucoup, parce que selon les descriptions qu'il donne, il est possible que Cartier soit débarqué dans le Vieux-Montréal, à Longue-Pointe, au pied du courant Sainte-Marie, ou même du côté de la rivière des Prairies au Sault-Récollet. Dépendant d'où Cartier aurait accosté, plusieurs hypothèses existent concernant l'emplacement exact d'Hochelaga. On envisage des emplacements comme le stade Percival Molson et en général le versant sud de la montagne, le long de la terrasse de l'avenue du Dr Penfield. Mais il y a aussi le lac aux Castors qui est littéralement situé entre les 3 collines. Ou encore, il y a le Collège de Montréal, tout près du passage de la Côte-des-Neiges. Et si on accepte que Cartier débarque au Sault-Récollet, bien Outremont devient une option tout à fait plausible. Il faut par contre savoir que si Hochelaga représente le chef-lieu, l'équivalent du centre métropolitain de l'île, ce n'est pas le seul emplacement occupé. On sait que plusieurs petits campements saisonniers continuent d'exister à des endroits importants comme la Chine et le Vieux-Montréal. Il faut aussi se rappeler que les villages iroquoiens ne sont pas réellement permanents. Soit à cause de l'épuisement des sols, la pollution de l'environnement ou la rareté des arbres autour, le village entier déménage à un autre endroit tous les 10 à 20 ans. Donc, est-ce qu'on doit penser à un village, des villages? Est-ce que ça vaut tant la peine de rendre mythique Hochelaga? Je vous laisse y réfléchir. Mais présentons quand même Hochelaga telle que décrite par Cartier. Cartier arrive donc le 2 octobre 1535 et repart dès le lendemain. Il n'a donc pas tellement le temps de tout explorer. Hochelaga est un village fortifié d'environ 4 hectares. Le village est entouré par une triple palissade en bois de cèdre avec des poutres servant d'escalier pour monter sur la palissade. Au sommet de celle-ci, un chemin de ronde donne accès à des plateformes défensives. Au milieu du village, Cartier décrit une place centrale ouverte qui, honnêtement, ne correspond pas vraiment à ce qu'on sait des emplacements iroquoiens. Dans le village, une 50aine de maisons longues logent chacune 30 à 40 personnes. Et on estime que la population d'Hochelaga est donc d'environ 1500 à 2000 personnes. Puisqu'on pense que le territoire complet des Iroquoiens du Saint-Laurent compte autour de 10 000 personnes, il faut voir Hochelaga comme un immense centre urbain. Perché sur une grande terrasse et bien fortifié, Hochelaga a vraiment un emplacement stratégique, avec une vue imprenable sur les environs. En fait, sa position lui permet de contrôler la circulation sur le fleuve. Cartier est bien reçu à Hochelaga. Mais à son retour à Stadacone, les choses s'enveniment. C'est possiblement parce qu'on est mécontent de son aventure à Hochelaga, ou encore parce que les marins laissés derrière et les Autochtones ont connu des tensions pendant l'absence de Cartier. Passant l'hiver à Stadacone, la situation est très difficile et les hommes de Cartier souffrent terriblement du scorbut. Sur les 110 hommes venus avec lui, 25 meurent avant qu'il apprenne par Domagaya qu'une infusion de cèdre blanc aide à s'en prémunir. Pendant cet hiver, Cartier apprend des Stadaconiens l'importance de Montréal dans les réseaux commerciaux nord-américains. Lui qui recherche une route maritime vers l'Asie, on lui apprend que la rivière Richelieu peut mener jusqu'à la Floride. On lui apprend aussi qu'en amont d'Hochelaga, une rivière qu'on connaît aujourd'hui comme la rivière des Outaouais mène à une mer douce, les Grands Lacs. Plus fantastique, cette rivière peut atteindre le fabuleux royaume de Saguenay, couvert d'or.
C'est au fond, sans le savoir, la route du cuivre natif, la route du Nord, celle qui relie le lac supérieur à la rivière Saguenay. Cartier en vient par contre à croire que toute la rive nord du Saint-Laurent, entre ces deux endroits, c'est au fond une immense île entourée par un océan. La deuxième et dernière visite de Cartier à Montréal est beaucoup moins édifiante. En 1540, le roi de France charge Cartier d'accompagner en tant que guide Jean-François de Larocque de Roberval. Celui-ci est mis en charge d'atteindre le royaume de Saguenay et de commencer un projet de colonisation. Des délais ralentissent Roberval et Cartier s'impatiente. Il décide de partir à l'avance. Il arrive en 1541 à Stadacone, où il n'est plus tellement le bienvenu. Il faut dire que Cartier est parti au printemps 1536 en capturant plusieurs personnes, dont le chef de Nakona. Lorsqu'il revient en 1541, sans aucun autochtone dans son navire, la réception est, disons, mitigée. Il choisit donc sagement d'installer une petite colonie plus haut, dans la région de Cap-Rouge, remontant de nouveau jusqu'à Montréal, dans le but cette fois de dépasser les rapides de la Chine. Il s'arrête encore une fois sur le Mont-Royal. Cela dit, il ne donne presque aucune nouvelle information, parce qu'il n'est pas accompagné par un interprète cette fois-ci. Un élément frappant est qu'il ne fait aucune mention d'Hochelaga. Par contre, il parle d'un village appelé Tutonagi. Est-ce que c'est un autre nom pour Hochelaga? Je sais qu'on le répète souvent, mais la malheureuse réponse est encore une fois, on ne sait pas. Puisque les villages iroquoiens déménagent périodiquement, il est possible que ce soit le nouveau Hochelaga. Il est aussi possible que ce soit un autre village complètement. D'autres historiens pensent même qu'Hochelaga représente le nom de la région ou de l'île, alors que Tutonagi représente seulement le village. À son retour dans la région de Stadacone, il constate que la méfiance des Stadaconiens a encore une fois augmenté. Et il décide de charger son navire de diamants et de partir. Oui, de diamants. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le Cap aux diamants à Québec. Ah oui, seul ombre au tableau. Ce qu'il croit être du précieux diamant est en fait de la pyrite sans aucune valeur. Mais ça, il ne l'apprend qu'une fois revenu en France. En revenant vers l'Europe, Cartier croise à Terre-Neuve Larocque de Roberval, qui arrive finalement en Amérique. Et dans la nuit, Cartier s'enfuit avec ses diamants parce qu'il n'est pas prêt à partager et ne souhaite plus transiger avec les Autochtones. Roberval, de son côté, arrive avec un mandat plutôt orienté vers la colonisation et établit donc la colonie de France-Roi à l'emplacement du camp de Cartier au Cap-Rouge. Plus tard, en juin 1543, Roberval arrive à Montréal. Il donne peu d'informations sur son voyage, mais il est possible qu'il ait dépassé les rapides de la Chine. Et il signale qu'il perd au moins une barque et 8 hommes dans les rapides. Avec tout ça, qu'en est-il d'Hochelaga? La solution la plus facile serait de demander aux Iroquois de Saint-Laurent. Malheureusement, aucun Européen ne remet les pieds sur l'île pendant plus de 40 ans. Il semblerait que le roi de France ait fini par se décourager de la pyrite que Cartier essaie de faire passer pour du diamant, de l'hostilité des Autochtones et plus généralement du manque de rentabilité des expéditions. 40 ans plus tard, en 1585, Jacques Noël, le neveu de Jacques Cartier, remonte le Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Mais il n'est pas là pour explorer, et plutôt pour pratiquer la traite de fourrure, ouvrant Montréal à ce grand commerce. Jacques Noël rencontre quelques Autochtones, mais il ne semble plus y avoir aucun village sur l'île et même aucun noyau de population autochtone. Entre 1543 et 1585, il s'est donc passé quelque chose qui a entraîné le départ des populations qui habitaient l'île de Montréal. Je vais tenter de vous exposer ce que les historiens croient le plus plausible, parce qu'encore une fois, sans source historique, une part d'incertitude continue de subsister. À partir de 1500, les tensions qui existaient dans le nord-est américain commencent à faire tomber les dominos un à un. Selon les historiens et la tradition orale, autour de l'année 1565, les habitants de la province d'Hochelaga sont dispersés, détruits ou simplement intégrés à d'autres groupes. Ces groupes sont probablement les confédérations rivales des Iroquois de Saint-Laurent, c'est-à-dire les Haudenosaunee, les Wendat et les Anishinaabe. Les Européens arrivent à un moment où les tensions sont fortes entre les nations de la région. Chacune d'elles tente de s'approprier le contrôle du commerce avec le vieux continent. La situation de Montréal est
plus largement celle du fleuve Saint-Laurent, au centre de tous les réseaux de rivières, est une position extrêmement stratégique. Pour qui veut s'approprier le contrôle du commerce, il est logique de vouloir se débarrasser d'un rival qui possède un tel avantage. Les Iroquoiens du Saint-Laurent ont possiblement une moins grande cohésion politique que les Wendat et les Haudenosaunee. Et en plus, ils n'ont pas accès à la même qualité de pierre pour les armes, ce qui peut avoir contribué à une défaite militaire. Mais un autre facteur important est ce que les historiens et historiennes appellent les guerres de deuil. Les Européens ont tendance à avoir une grande proximité avec les animaux, ce qui les expose à beaucoup plus de maladies. Et ces maladies ont d'ailleurs fait des ravages énormes en Europe dans les derniers siècles. Or, quand les Autochtones sont mis en contact avec ces nouvelles maladies, ils ne disposent pas des anticorps nécessaires pour les protéger. En plus, certaines de ces maladies, comme la variole et la rougeole, affectent directement les jeunes enfants. Encore pire, le climat se refroidit encore à cette époque, affaiblissant encore une fois l'immunité des habitants. Le résultat de tout ça, c'est que la population autochtone chute dramatiquement après la période de contact, et encore plus lorsque les villes seront fondées. Pour donner un exemple, on estime qu'en 1700, la population autochtone du nord-est américain est réduite de 95%. Or, pour les Iroquoiens, la guerre est une activité proche du rituel. La petite guerre, comme l'appellent les Français, sert à terroriser l'adversaire, oui, mais c'est aussi une guerre de capture. Lors d'une attaque, des prisonniers sont généralement rapportés chez les vainqueurs. Ce qui peut arriver est, par exemple, qu'un membre d'une nation perde un enfant à la maladie. Après la prochaine victoire, la femme du clan vainqueur peut choisir, dans les prisonniers vaincus, un autre enfant, ramener l'enfant chez elle et l'élever comme un des siens. La guerre de deuil, c'est donc une guerre menée dans le but de remplacer les personnes perdues à la maladie ou à la guerre. La conception de l'appartenance ethnique comme étant une question de sang n'a donc aucun sens chez les Iroquoiens. Les personnes sont associées à une famille, un clan ou une nation, mais elles n'ont pas nécessairement d'appartenance génétique au groupe. Ça implique aussi qu'on ne peut pas penser à une extermination des Iroquoiens de Saint-Laurent. Il faut plutôt le voir comme une assimilation ou une intégration de la population vaincue. D'ailleurs, après 1580, on retrouve des traces des Iroquoiens du Saint-Laurent dispersés partout autour de la vallée, absorbés par d'autres groupes comme les Mohawks, les Onondaga, les Wendat, les Anishinabés et même plus loin, chez les Inuits et les Abénakis. C'est très lourd tout ça. Et donc, pour l'examen, rappelons-nous simplement de ça. Il est plausible que les Iroquoiens du Saint-Laurent aient été dispersés pour toutes ces raisons. Des tensions politiques préexistantes, une position commerciale trop avantageuse, des maladies et, ultimement, la guerre ritualisée dans le but de remplacer la population perdue. C'est pas nécessairement une seule raison qui explique tout, mais plutôt un grand contexte politique, économique et social qui cause la dispersion des Iroquoiens du Saint-Laurent. Si les historiens croient plus généralement que les Haudenosaunee ou les Wendat sont ceux qui dispersent les Iroquoiens du Saint-Laurent, certaines traditions orales tendent aussi à pointer les Anishinabés. Ces trois groupes, les plus proches de Montréal, ont toutes les raisons de vouloir s'approprier l'archipel. On constate d'ailleurs que les Anishinabés et les Haudenosaunee seront les principaux rivaux dans la nouvelle configuration politique de la vallée du Saint-Laurent. Les Wendat, quant à eux, auront plutôt tendance à utiliser la route commerciale du Nord qui contourne la zone du fleuve Saint-Laurent qui, elle, est sous haute tension. Toujours est-il que lorsque Champlain arrive dans la vallée du Saint-Laurent, celle-ci est dépeuplée et aucun village ne subsiste de la dizaine de villages qu'avait rencontré Cartier. Est-ce que ça veut dire que Montréal est abandonné et que plus personne n'y va, un peu comme un no man's land? Non. La vallée du Saint-Laurent continue d'être occupée et fréquentée par de nombreux groupes qui l'utilisent de nouveau comme artère commerciale. D'ailleurs, la traite des fourrures sur le fleuve se développe extrêmement rapidement à partir de 1580, ce qui sera d'ailleurs la raison d'être des expéditions de Jacques Noël. Après les faibles tentatives de Cartier et Roberval pour installer des colonies semi-permanentes au Canada, le roi de France se désintéresse de l'aspect colonisateur pendant plus de 50 ans.
On cesse de croire que le fleuve mène à l'Asie et on préfère penser le Canada comme un espace dédié aux comptoirs commerciaux, en particulier pour les pêcheries et la traite des fourrures. Et dans ces deux cas, pas besoin d'aller à Montréal, puisque les Autochtones sont prêts à entrer en guerre pour être le groupe qui viendra échanger des fourrures à Tadoussac. Il faudra donc attendre plus de 100 ans après la dernière visite de Cartier pour qu'on fonde une colonie française sur l'île de Montréal. Il faudra attendre encore plus longtemps avant que cette petite ville soit réellement viable. Au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal, on ouvre un tout nouveau pan de l'histoire coloniale en Amérique, grâce à la fondation d'une petite colonie permanente à Québec par Champlain. Celui-ci ne verra jamais se réaliser sa vision d'un autre fort construit sur l'île de Montréal comme il l'aurait souhaité. Mais la graine est plantée et l'idée germera dans la tête de plusieurs Français qui souhaitent convertir des Autochtones à la religion catholique. D'ailleurs, il ne faut pas penser que les Autochtones sont exclus de notre récit, bien au contraire. Les conflits et les tensions avec les Haudenosaunee et les Wendat menacent de submerger la jeune et fragile colonie. La réponse au problème sera la solution préférée des Autochtones, c'est-à-dire la diplomatie. Je vous propose donc de me retrouver dans 3 semaines pour découvrir le sort de la petite colonie dans un espace toujours en conflit, avec en plus de nouveaux acteurs comme les Anglais, les Néerlandais et les Suédois qui vont encore venir complexifier les jeux d'alliance. Dans ce contexte, Montréal redevient après 60 ans un enjeu diplomatique inévitable. J'aimerais en terminant vous inviter à aller visionner notre page web en lien en bas dans la description. Aimez notre vidéo et abonnez-vous à la page YouTube Tous les chemins mènent à Montréal. Pour ceux et celles qui préfèrent nous écouter en balado, l'émission est aussi disponible sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parlez de l'émission à vos proches. Chaque partage compte pour faire voyager l'histoire fascinante qui est celle de Montréal. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette et on se revoit au prochain épisode de Tous les chemins mènent à Montréal. Allez, à bientôt.